Voilà pour ce road trip dans cette Amérique qui s'ouvre au cannabis légal. On le voit dans ce documentaire, comme souvent aux États-Unis, la légalisation ne va pas sans excès d'enthousiasme ni sans déferlement d'argent. Quels sont les enseignements pour nous autres Européens? Est-ce que cela plaide pour une libéralisation du marché de ce côté-ci de l'Atlantique? Ou bien au contraire, est-ce que cela doit nous mettre en garde? On va rappeler bien sûr que le cannabis est une drogue. Encore faut-il savoir ce que l'on met derrière ce mot. C'est un vaste débat de santé publique qui piétine depuis 40 ans chez nous, ici en France. Il bute notamment sur des craintes et parfois des préjugés. C'est un débat qui dépasse les questions liées à la seule dépendance ou à l'ordre public, le trafic. Il concerne aussi l'économie, on vient de le voir, et nous allons en débattre à présent avec nos invités. Bonjour Valérie Saint-Oyen. Vous êtes déléguée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA. Bonjour à vous Esther Benbassa, sénatrice écologiste, rattachée ici au Sénat au groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Bonjour à vous Jean-Claude Alvarez, spécialiste des produits stupéfiants et dopants, chef du service pharmacologie toxicologie du CHU de Garches. Et face à vous, Amine Benyamina, bonjour. Vous êtes psychiatre, président de la Fédération française d'addictologie et vous-même addictologue à l'hôpital Paul Brousse. Alors, on va avoir l'occasion d'entendre vos positions à chacun sur ce sujet, légalisation, dépénalisation, statu quo. Il y a beaucoup de nuances dans ce débat et on va les apporter. Avant toute chose, peut-être une réaction à tout ce que l'on vient de voir. Le documentaire s'intitule La ruée vers l'herbe et de fait, c'est un peu le Far West. Je commence par vous, Valérie Saint-Oyen. Est-ce que cet exemple américain vous intrigue, vous intéresse, vous inquiète ? Alors, il nous intéresse fortement. C'est effectivement, ces expériences de légalisation, on les voit principalement sur le continent américain, les États-Unis, le Canada, très récemment, et l'Uruguay. Donc nous suivons de près ces évolutions pour effectivement pouvoir aussi éclairer le débat public en France. Alors, ce qui m'a frappé en voyant ce documentaire, c'est ce qui est mis en avant et ce qui est éclairé, c'est l'enjeu financier, l'enjeu industriel, mais ce qui est passé sous silence, c'est l'enjeu de santé publique que représente aussi ce débat autour du cannabis. Alors, on va en parler évidemment de la santé publique, des enjeux effectivement financiers qu'il y a derrière. Esther Benbassa, on est frappé voilà, dans ce mouvement aux États-Unis. On a, comme souvent d'ailleurs dans des mouvements sociétaux, ça semble inéluctable. Oui, probablement. Les Américains n'ont pas commencé uniquement avec le Colorado. Hein. C'est un parcours, n'est-ce pas? Le cannabis avait été légalisé ailleurs et surtout les Américains avaient disons, l'expérience du cannabis thérapeutique déjà dans de très nombreux États. Donc, l'utilisation du cannabis thérapeutique était autorisée. Donc, le passage a été, disons, moins douloureux. Et puis, les Américains sont aussi conservateurs que nous, mais ce sont quand même des gens qui pensent que le business, c'est important aussi. Les deux conjugués ont fait que l'utilisation du cannabis a pu être libéralisée. On parle de business, peut-être avant de faire réagir nos deux autres invités, je voudrais justement montrer un très court extrait de ce documentaire, parce que vous le remontrez, parce que là-bas aux États-Unis, l'avantage effectivement, c'est que quand on parle de business, c'est décomplexé, le lobbying, voilà, le rapport à l'argent, tout ça se fait de manière très transparente, et je trouve que ce passage du documentaire est très éclairant. Bon, ici, il y a eu plusieurs facteurs économiques. Ils ont fermé la base aérienne en 85, je crois. Et tous les militaires ont été transférés sur d'autres bases. Certains sont tout simplement partis en abandonnant leur maison. Donc la ville a commencé à plonger. Plus rien ne marchait. Et j'ai découvert que c'était arrivé dans d'autres villes, comme Long Beach. Ces villes-là ont changé d'optique en se tournant vers le cannabis médical. Et maintenant, elles sont en plein boom. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. On dirait aménagement du territoire, là-bas, voilà, c'est un business et on a le sentiment que tout a été subordonné à l'argent dans ce débat. Mais justement, en tout cas, est-ce que c'est votre sentiment, Jean-Claude Alvarez ? Votre documentaire est particulièrement bien fait, je trouve, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le cannabis est avant tout un business.
Alors, soit on l'affiche clairement et on parle de cannabis-ness, comme c'est dit dans votre documentaire, soit on parle de cannabis thérapeutique. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'il faille faire un amalgame entre les deux. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de cannabis thérapeutique en France. Là, votre documentaire, il est plutôt sur du cannabis business. On a bien vu, c'est un cheval de Troie. On commence par du cannabis thérapeutique et puis finalement, ça engendre inéluctablement un transfert vers une dépénalisation, légalisation du cannabis récréatif. On reviendra sur les effets délétères de ce cannabis récréatif. Je pense que on va avoir l'occasion de le faire. Mais voilà, il faut bien prendre conscience que parler de cannabis thérapeutique, on ouvre la porte. On fait passer des messages, notamment à nos jeunes, comme quoi ça devient un médicament. On reviendra là-dessus. Moi, je suis pharmacologue. J'ai un peu de mal à parler de cannabis thérapeutique. Je dirais cannabis, utilisé peut-être dans un cadre thérapeutique. En tout cas, Amine Benhamina, ce n'est pas... Il est utilisé dans d'autres pays. On va rentrer dans le détail. On va y revenir. Oui. Ouais, on va y revenir, Mme Benbassa. Je termine par vous, Amine Benhamina, sur ce tour, un petit peu de premier tour de parole, parce que est-ce que c'est un business comme les autres? On le voit, on parle de business, mais ça ne peut pas être considéré comme une activité comme les autres. C'est soit un business ou soit pas un business. De toutes les façons, c'est un business. Mais la question n'est pas là. C'est la force du pouvoir public et des dirigeants, des gouvernants de pouvoir limiter. On a un problème. En France, l'alcool, évidemment, c'est un business. Aux États-Unis, tout est business. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit d'entrée de jeu, c'est qu'on a un modèle américain qui est interpellant et qui force au respect, c'est la démocratie. Rien n'a été imposé. Ce sont des États qui ont fait voter les citoyens de leur État et les citoyens ont décidé de légaliser, soit sur un plan médical ou médicinal, soit sur un plan récréatif. Et donc on a un respect de l'opinion qui n'est pas du tout le cas en France. Lorsqu'on voit le nombre de sondages qui demandent à modifier, je ne veux pas rentrer dans la polémique des pénalisations, légalisations, à modifier le cadre légal de ce cannabis, dont on sait que la loi de 70 est absolument inappropriée, c'est qu'on a un vrai déni de l'écoute du peuple. Et c'est là où très clairement le modèle américain doit être entendu. Pour le reste, pour ce qui est du folklore, entre guillemets, on a un modèle français. Mon idée, ce n'est pas de l'importer en tant que médecin ou en tant que... Parce qu'on va avoir l'occasion d'entendre vos positions, mais que vous défendez la légalisation du cannabis thérapeutique comme du récréatif. Et je répondrai à ma collègue, évidemment, sur le caractère nocif. Évidemment, on est d'accord. Mais la nocivité, est-ce maintenir une loi dont on voit qu'il y a une augmentation irrépressible, incontrôlée de la consommation, ou alors encadrer, réguler pour pouvoir peut-être limiter l'effet? Là, c'est intéressant pour nous de poser le débat. Esther Benbassa, est-ce que cet aspect-là, en tout cas de l'exemple américain, ne vous dérange pas? Le fait que, beaucoup d'argent derrière tout ça, et c'est peut-être la clé de cette libéralisation? Écoutez, moi, je ne vais pas m'attarder sur l'argent. Le problème, pour moi, ce n'est pas l'argent. Avec mon groupe, j'ai fait en 2013 un texte sur la légalisation contrôlée du cannabis. Et en 2014, ça a été débattu au Sénat, en hémicycle. Bien sûr, ce n'est pas passé. Mais ce n'est pas la question de l'argent. C'est vrai que ça rapporte à l'économie alternative en France 1 milliard, plus d'1 milliard d'euros. Bon, il y a de l'argent derrière, mais notre objectif aujourd'hui, c'est la santé publique. Je vous dis ça parce que dans le documentaire, il y a une phrase qui est très qui dit, voilà, il y a un homme qui dit, si vous voulez faire avancer une cause, aux États-Unis, vous trouvez le moyen que ça rapporte de l'argent et tout ira beaucoup plus vite. Voilà. Oui, mais excusez-moi, je finis, le cannabis thérapeutique, comme je l'ai déjà dit au début de l'émission, était déjà autorisé dans de nombreux États, ce n'était pas pour le business. Valérie Saint-Oyen, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être sur la question du thérapeutique? Non, je voulais d'abord réagir sur la question de l'argent et des groupes industriels qui sont présents. Je pense que c'est quand même un point très important parce que pour qu'il y ait un débat démocratique serein sur cette question, il faut quand même avoir en tête cette puissance de grands groupes qui investissent massivement maintenant dans le cannabis. Donc on n'est plus dans ce qui est montré d'ailleurs dans le documentaire, ces groupes un peu libertaires qu'on pouvait avoir il y a quelques décennies, on est dans des groupes industriels. Qui sont très installés maintenant. Exactement, et donc qui font leur lobbying, qui influencent le débat à leur manière. Donc il faut en être conscient. Si on veut avoir un débat serein, et bien avoir en tête que les arguments des pro-légalisation sont beaucoup poussés aussi par ces grands groupes industriels. Les géants du tabac, les géants de l'alcool investissent massivement aujourd'hui dans le cannabis. Ils ont pris le train en marche, que les choses soient claires, parce qu'ils ont vu arriver l'effet d'aubaine, ce qui est normal. Mais
moi, j'avais rencontré un certain nombre de cultivateurs artisanaux. Il y a un modèle intéressant, c'est en Jamaïque. Vous aviez une culture quasi historique et quasi religieuse du cannabis. Ils se font totalement balayer par les majors qui s'installent. C'est la vérité. Mais les arguments au départ, ce sont les mêmes qui sont encore intéressants à développer ici. Évidemment, on ne me taxera pas de pro-lobbyiste parce que j'ai toujours combattu les lobbies, en commençant par celui d'alcool chez nous. Les garde-fous doivent être mis en place. Alors, et les politiques, et comme l'a mis le DECA, ils en sont conscients. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent que pour autant on va tuer la cause pour laquelle on est en train de défendre à la fois la santé publique et la possibilité de permettre à un certain nombre, même une niche de malades, d'accéder au cannabis dit thérapeutique. Alors, on ne parle pas de cannabis, mais de cannabinoïdes. Comme ça, justement, on va rentrer un peu dans les détails de cette question du cannabis thérapeutique. Peut-être, avant de vous donner la parole, Monsieur Alvarez, une question pour vous, et justement vous faire réagir à ce que disait Jean-Claude Alvarez à l'instant. Il a utilisé le mot cheval de Troie. Les entrepreneurs du cannabis en Californie, il l'explique là aussi très clairement dans le documentaire, que le cannabis thérapeutique, ça a servi de porte d'entrée pour habituer les esprits au cannabis récréatif. Ensuite, est-ce que c'est la raison pour laquelle, Valérie Saint-Oyen, les pouvoirs publics sont si frileux aujourd'hui sur la légalisation du cannabis thérapeutique? Alors, effectivement, ce mot cheval de Troie est assez bien choisi, et on voit d'ailleurs dans le documentaire que cela a été fait de manière assez cynique, parfois en présentant quelques cas particuliers de malades, en particulier des enfants malades, pour pousser cette cause. Cynique. Alors, parfois, c'est utilisé de manière cynique. Alors, bien sûr, il est clair que s'il y a des vertus à certaines molécules issues du cannabis et qu'elles peuvent être utilisées pour des médicaments, pour soulager des malades, il faut absolument faire cette recherche et développer ces médicaments. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y aura des molécules de cannabis dans des médicaments, qu'il y aura des cannabinoïdes qui pourront servir à des traitements, que cela signifie pour autant qu'il faut légaliser largement le cannabis. Et il faut aussi avoir en tête que les effets du cannabis sont encore assez mal documentés, notamment les effets thérapeutiques, dits thérapeutiques, et on a des niveaux de preuve de qualité assez variables. Donc nous sommes très prudents sur ce débat. Si l'on développe des médicaments, il faut le faire avec une analyse très rigoureuse des risques et des bénéfices. C'est vrai qu'on n'a pas encore toute la documentation. Je pense à cet enfant-là, d'ailleurs, qu'on voit à l'image avec sa maman et qu'on voit dans le film. On n'est pas très bien documenté sur ces questions-là, scientifiquement, je veux dire, Jean-Claude Alvarez. Alors, scientifiquement, c'est très clair. On montre l'exemple d'une jeune fille de 5 ans qui est traitée par du CBD, pas par du cannabis. CBD, du cannabidiol. C'est un des constituants. Il y a au moins 60 constituants qui ont été identifiés dans le cannabis. On parle donc de CBD, une des molécules, le cannabidiol. On ne parle pas de THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance qui, elle, joue sur le cerveau et modifie le comportement. Je vais vous poser la question clairement. Cette femme que l'on voit à l'image, est-ce qu'en croyant soigner son enfant, elle n'est pas en train de l'empoisonner? C'est ça la question. Mais sur le CBD, peut-être pas moins en tout cas que le THC. Mais en tout cas, c'est un cas. On n'a pas le droit de dire ça marche chez une jeune fille de 5 ans et donc il faut le donner à tout le monde. C'est totalement impossible d'un point de vue pharmacologique. Un médicament, on met 10 ans pour le mettre sur le marché. D'accord ? On fait des études cliniques. Aujourd'hui, des études cliniques sur le cannabis. J'ai été regarder, moi je viens de proposer un PHRC, là, on va voir s'il va passer sur la CEP. PHRC Un projet hospitalier de recherche clinique pour avoir des preuves. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Quelle est la bonne substance à utiliser ? Quelle est la bonne dose à utiliser ? Vous avez vu, là, il parle d'une trentaine de variétés de cannabis. Et c'est le patient, il parle bien de patient, pas de client, de patient, c'est le patient qui vient, qui choisit sa variété avec son dosage. Je vous entends, le cannabis vous allez à la est pharmacie, un sujet vous trop choisissez. sérieux pour faire l'objet d'automédication, c'est ça? Alors, si on parle des cannabinoïdes thérapeutiques du cannabis, on ne parle pas du modèle américain. Ouais. Il y a quand même des études têtues, bien documentées, avec des effectifs peut-être faibles, qui ont quand même prévalu à l'autorisation de mise sur le marché dans des pays plutôt sérieux. Et je n'inclus pas les États-Unis puisqu'on part du principe que en France, voilà, en Allemagne, en Suisse, on a quand même un cadre très organisé dans le il est prescrit. Je parle des cannabinoïdes thérapeutiques. Alors dans quel type, mais quel type de thérapie? La sclérose en plaques. Voilà, sclérose en plaques. Avec un ASMR à 5, c'est-à-dire attention aux acronymes. Parce que vous allez amélioration du service médical rendu à 5, c'est-à-dire inexistant sur le Sativex par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Voilà pourquoi il est. Parce que si vous avez Attendez, on laisse M. Alvarez terminer et vous aurez la parole. Si vous avez une amélioration du service médical rendu inexistant à 1 et avec un prix énorme, ça va passer.
Ne vous inquiétez pas, là c'est parce que le prix est trop élevé par rapport à au service rendu. Alors, voilà. Amine Benhamina, puis ensuite je ne suis Madame pas en train Benbassa. de dire que le cannabis thérapeutique est une panacée comparée aux autres produits sur le marché. Que les choses soient claires. Je dis simplement que c'est une alternative sur laquelle un certain nombre de patients ou d'associations ont essayé d'attirer l'attention pour leur permettre, ils n'ignorent pas la régulation, que les choses soient claires. On a d'autres produits bien plus dangereux qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas mon but de les comparer. En revanche, prendre l'exemple américain qui est, je le répète, qui est caricatural pour dire qu'il ne faut pas avancer en France est une erreur de mon point de vue. C'est là-dessus que je plaide, je répète, il faut que la France fasse son expérience. D'ailleurs, elle a commencé, puisque la commission qui a planché de l'ANSM a donné son rapport à la ministre. Je ne souhaite pas, à titre personnel, que malgré les conclusions qui encouragent plutôt à une expérience, on le bloque pour des raisons de type idéologique. C'est ce qui me semble probablement la pire chose à faire. Alors, sur la manière dont les choses se passent, Esther Benbassa, je vais vous montrer une archive et ça, je suis sûr, vous faire réagir parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on s'interroge sur le cannabis thérapeutique. Regardez, ça, c'est une archive qui date de 1982. Le thème, c'est l'utilisation du cannabis, la drogue, cannabis comme médicament dans certains cas. Alors, on utilise déjà la morphine. Le cannabis, ça servira à quoi ? Alors, dans les axes qui se dégagent pour l'instant, dans l'immédiat très proche, il y a déjà des essais au Canada et aux États-Unis. On se servirait de dérivés modifiés à partir des principes actifs du cannabis pour empêcher les vomissements induits par la chimiothérapie que l'on donne aux cancéreux. Vous savez que ces traitements sont très difficiles à supporter et en particulier, il y a des vomissements que peu de médicaments à l'heure actuelle corrigent. Alors ça, c'est un premier élément qui va apparaître sûrement très vite. Et puis alors, il y a des potentialités, notamment dans le domaine de l'analgésie, de la suppression des douleurs. Alors là aussi, on retombe un peu dans ce même type d'activité, mais aussi dans le domaine du glaucome, donc de cet excès de pression intraoculaire, également dans le domaine cardiovasculaire en général. C'est une source nouvelle de médicaments et d'idées surtout pour nous. Voilà, ça fait presque 40 ans et on a l'impression que le débat, ni la recherche d'ailleurs, n'ont avancé d'un pouce. Oui, mais lorsque l'idéologie prime sur la santé publique et sur la science, on ne peut rien faire. Depuis 82, voilà, aucun politique aujourd'hui ne veut, enfin, il y a des exceptions, mais enfin, en général, les politiques ne veulent pas se mêler de ça, de perdre des voix. Alors, il n'y a pas que... On s'interdit de réfléchir. Ben, écoutez, et en plus, il ne faut pas faire la confusion entre cannabis thérapeutique et cannabis récréatif. Même les deux sont différents. On voit que l'un peut entraîner l'autre, en tout cas c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, il peut entraîner parce qu'il y a eu des expériences et qui ont permis de se dire que, vu qu'il y a énormément de monde qui consomme du cannabis, tant qu'à faire, essayer d'avoir l'œil dessus et réglementer cela. Regardez, est-ce que pour le cannabis récréatif, je ne sais pas, aux Pays-Bas, quiconque peut acheter au coffee shop son cannabis, même si le cannabis est acheté, et le cannabis vendu est acheté aux trafiquants. Néanmoins, ça n'a pas augmenté le nombre de consommateurs. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Les gens ne veulent pas le cannabis thérapeutique, on ne veut pas le cannabis récréatif, on préfère la répression. Et bien, la répression n'est pas une réponse, puisque nous sommes le pays le plus répressif parmi les pays de l'Union européenne, et notre consommation ne fait qu'augmenter en nombre de consommateurs. Donc, soyons pragmatiques, il y a un problème à résoudre. La plupart des pays européens ont au moins dépénalisé l'utilisation du cannabis. Maintenant, si on s'oppose aussi au cannabis thérapeutique par idéologie, ben, je vous laisse la responsabilité, vous les médecins, et aussi les politiques. Alors, deux avis différents, vous avez deux avis différents des vôtres. L'assumer. Deux avis différents des vôtres. Jean-Claude Alvarez d'abord. Moi, je vais rebondir sur 2 points. Premier point, vous avez entendu ce qu'on vient d'entendre là. On parlait de morphine. On n'a pas parlé de pavot. Vous voyez, on a extrait la morphine du pavot. Le pavot, c'est plein d'alcaloïdes. Il y a la codéine, il y a la thébaïne, il y a la noscapine. On prend la morphine, on parle d'une molécule qui a donc un effet pharmacologique sur un type de récepteur. Là, on parle de cannabis avec 60 molécules identifiées qui ont possiblement des effets, et on ne parle pas d'une molécule. Donc moi, ce que je dis, faisons des essais cliniques sur une molécule, le CBD notamment. Jusqu'à quand ?
Mais faisons des études. Les malades attendent. Non, mais le CBD, on a très peu d'études. Les développeurs. Amine, sincèrement, on a très peu d'études. Il y a quelques études. Des études bien menées, contre référence ou contre placebo, on en a très peu. Il y a des faibles vérités. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière de la loi. Bien sûr. Alors, mais j'ai fait un protocole où j'ai fait fumer des jeunes. J'entends bien. J'ai mis 2 ans à avoir les autorisations en France. Attendez, on laisse M. Vous voyez que Allez-y, il y a la barrière de la loi. sur la santé publique. Alors, Mais donc, il faut faire la première étape. Faisons Bien des sûr. études et ensuite, on parlera de cannabis thérapeutique. Modifions le cadre légal et régulant. Absolument. Valérie Saint-Oyen, est-ce que Valérie Saint-Oyen... D'autres pays l'ont fait, monsieur. Mais les États-Unis, on vient de voir ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas tomber Non, mais je là-dedans. parle du cannabis thérapeutique, excusez-moi. Alors, sur ce Dans de sujet... nombreux pays, On va le écouter, cannabis est utilisé pour des... Avec quels effets? Quels effets? Des effets qui aident les personnes souffrantes à avoir moins de douleur. Dans notre pays, d'ailleurs, le traitement de la douleur reste encore Alors, on aussi sent très bien, idéologique. et là, je voudrais pas qu'on s'attarde trop sur ces sujets, parce qu'il y a Non, énormément deuxième de point choses sur à en lequel je dire. voulais rebondir, c'était la prévalence. L'étude Canalex l'a clairement montré. L'étude Canalex, qui s'est intéressée à ce qui se passait aux États-Unis, a clairement montré que la prévalence augmentait. Alors, cette étude, de quoi il s'agit? En deux C'est mots. une étude qui a été faite par les Européens et notamment l'OFDT, l'Observatoire français. Attendez, laissez terminer, parce que Elle sinon, a on quand va pas même, comprendre. elle a le mérite Oui, bien sûr, d'exister oui. par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies en France, donc, qui a regardé ce qui se passait aux États-Unis. Il y a une augmentation de la prévalence depuis qu'on a légalisé le cannabis, notamment chez les jeunes, les 18-21, alors que c'est soi-disant interdit chez ces gens-là. Mais la prévalence par rapport à quoi? Avant, les gens ne déclaraient Ça veut dire qu'en pas fait, légaliser- qu'ils consommaient. Ouais. Les gens ne déclaraient pas qu'ils consommaient. Non. Donc maintenant, on peut dire qu'il y a la prévalence parce qu'on ne connaissait Non. pas le nombre exact de La gens prévalence, qui c'est consomment. Alors- l'étape cannabis thérapeutique et l'étape légalisation totale. Alors, Donc, attendez, on savait très bien. là, on est dans des débats qui commencent à être assez techniques, et pensons à nos téléspectateurs. D'un mot quand même sur la manière dont ce débat est posé, Valérie Saint-Oyen. Je voudrais votre réaction. Est-ce que oui ou non, on s'interdit de réfléchir, de mener des études en France pour des raisons idéologiques sur cette question du cannabis thérapeutique? Alors, on mélange beaucoup, je trouve, dans ce débat cannabis, justement, l'usage thérapeutique du cannabis et l'usage récréatif du cannabis. Or, il ne me semble pas que l'idéologie bloque la réflexion sur le cannabis. Si le cannabis, qui est une drogue, un produit stupéfiant, est encore interdit en France, c'est parce qu'il a des effets dangereux pour la santé. Je pense qu'on ne l'a pas encore assez dit aujourd'hui. Absolument. Il y a quand même, il génère, il altère Chez le les fonctionnement mineurs, en du particulier. cerveau, en particulier quand le cerveau est en développement jusqu'à 25 ans, donc ça va au-delà aussi de la minorité, et altère, donc peut créer aussi des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles psychotiques. Et ces troubles sont tout à fait établis par la science. Donc là, on ne parle pas d'idéologie, on parle de connaissances scientifiques disponibles sur le cannabis et qui justifient cette grande vigilance des pouvoirs publics vis-à-vis des mineurs. La loi n'a pas empêché le problème. la Deuxième prévalence. chose, et où je me permets de vous contredire, c'est sur la prévalence. Parce que si on regarde la prévalence chez les jeunes de 17 ans, qui est mesurée, elle diminue. La prévalence redit bien de... Oui. 1 sur 2 Oui, consomme mais en les France chiffres- à 17 ans. Sauf et à que- 16 ans, 1 sur Parce que 5. vous disiez qu'elle n'arrêtait pas d'augmenter, cette consommation. Alors, il est vrai qu'on part de niveaux élevés en France, mais la consommation chez les jeunes de 17 ans a diminué entre 2014 et 2017. C'est exact, Ce qui est oui. un signe positif et qui montre bien que c'est toute la politique publique qu'on doit examiner, pas simplement la réponse pénale, c'est un tout. C'est de la prévention, du soin, de la réduction des risques et de la politique Accompagnement. pénale. Et que toute cette politique globale a permis quand même d'avoir une légère diminution. Alors, on est prudent, hein, mais il faut continuer, poursuivre les progrès en cette matière dans toute la politique publique. On le voit sur le tabac. On diminution a est réussi minime. à avoir des diminutions. Donc, continuons à faire de la prévention dès le plus jeune âge auprès des jeunes, du soin, de la réduction des risques. Et c'est comme Donc ça pour qu'on vous, pourra pour progresser. vous, on ne change rien, on ne dépénalise pas. Il n'est pas aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour de dépénaliser. Quelques remarques sur la prise de parole de mes collègues. Il n'est pas étonnant que lorsqu'on change le cadre légal, la prévalence augmente. Ça me paraît Le produit est plus répandu, tout forcément, simplement aux parce États-Unis, qu'il est plus il disponible. est accessible, c'est ça, il n'est voilà. pas interdit. Donc forcément, on a le nombre de personnes qui l'expérimentent, y compris les jeunes. De fait, l'alcool est interdit à moins de 18 ans. On peut l'acheter dans les supermarchés en France. C'est tout à fait normal. En revanche, ce qui est intéressant à voir, c'est la morbidité liée à la consommation de cannabis. Et moi, je fais référence à une étude américaine, qui est la NESARC,
qui montrent qu'il n'y a pas plus de jeunes qui ont des problématiques dépressives psychotiques liées à la consommation, combien même on a une offre qui est importante. Cela dit, c'est encore très récent. C'est-à-dire que cette légalisation, on l'a vu, elle date de 2016. Non, mais alors, je reviens. Amine, tu as vu qu'il vient d'y avoir un article qui vient de sortir dans le JAMA psychiatrique qui montre clairement que quand on fume du cannabis quand on est jeune, on a plus de risques d'être... Attends, je finis simplement. Dépressif. Un instant, absolument. Et dans le JAMA psychiatrique, une méta-analyse. Voilà. Je vais simplement finir je n'ai jamais dit que c'était le cancer. C'est même mon sujet d'étude dans mon service. Je n'ai jamais dit que la consommation du cannabis était banale pour les jeunes. J'ai dit l'augmentation du nombre. Que les choses soient claires. Mais justement, que les choses soient claires. Moi, je voudrais vous entendre là-dessus. Parce que c'est vrai que ce qu'il y a derrière le discours de la partie adverse, si vous permettez que c'est que, à force de parler du cannabis comme vous en parlez, on a le sentiment que finalement, ce ne serait pas dangereux. Attendez. On n'a pas dit ça. Non, mais justement. Alors, laissez-moi finir pour que le message qu'on va faire passer aux jeunes. Un instant. Alors, ce n'est pas l'innocuité du cannabis qui est mise en cause, c'est l'inadaptation de la loi vis-à-vis des jeunes qui sont captifs par rapport au trafic. Moi, je suis psychiatre. Je suis en première loge, je suis un psychiatre addictologue. Des jeunes qui consomment du cannabis, qui sont sous antipsychotiques, j'en ai vu ce matin avant de venir faire l'émission. J'en ai beaucoup. Et ce n'est pas la loi qui les protège, comprenez bien mon raisonnement. Au contraire, la loi, dans la mesure où, de fait, par un effet pervers, est en train de profiter aux trafiquants, ils sont captifs vis-à-vis d'un produit dont on ne connaît pas, puisque le disait mon collègue, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas, on n'a pas de traçabilité. Ça demande un petit effort contre-intuitif pour comprendre ma position, qui peut être une position laxiste vis-à-vis de la consommation. C'est une position qui demande à ce que le cadre légal change pour mieux projeter finalement vers les populations vulnérables. Il n'y a pas que les jeunes, il y a les malades mentaux, qui très clairement, quand ils sont consommateurs de cannabis, vont être dans une démarche qui est très contraignante vis-à-vis de la prise du médicament. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Et ce n'est pas la loi 70 qui protège. C'est là le raisonnement. Alors, et ce n'est pas un raisonnement de laxisme. Que les choses soient claires. Là encore, voilà, pas de laxisme dans votre position. Mais pas du tout, puisque le texte de loi que nous avons fait, c'était autoriser l'usage contrôlé du cannabis. L'usage contrôlé. Alors, pas de vente aux mineurs, éloignement des lieux de vente, des écoles, etc. Et puis, bien sûr, un contrôle qui va de la production jusqu'à la diffusion. Et le contrôle du taux de THC, bien sûr. Mais dès qu'on parle de légalisation du cannabis, on nous sort l'épouvantail, voilà, vous êtes laxiste. Non, c'est parce qu'on ne veut pas être laxiste. Parce qu'on a le sentiment que c'est un message, effectivement. Non, et qu'on connaît quand même les effets secondaires chez les gens addictés, chez les mineurs, chez les personnes précaires, vulnérables. On connaît tout ça. Mais le problème, ce n'est pas de fermer les yeux. Mon but, c'était, en tant qu'élu, de dire si on contrôle l'usage du cannabis, si on le légalise, on pourra ainsi sortir de cette idéologie et de dire que c'est un problème de santé publique, qu'il faut accompagner, qu'il faut faire bien sûr des campagnes, qu'il faut ouvrir plus de services qui s'occupent des personnes addictées, accompagner les personnes addictées. Je ne suis pas contre le cannabis, je veux juste savoir ce que l'on fait d'un point de vue scientifique. Mais on ne l'a pas fait Là, vous parliez de THC, donc vous êtes déjà sur le THC. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le THC la bonne molécule. C'est peut-être le CBD. Jean-Claude Alvarez, c'est pas du tout le THC, on est bien d'accord. L'état des connaissances n'est pas encore suffisant. L'état des connaissances n'est pas encore suffisant pour prendre une décision politique sereine. Bien sûr que non. Faisons des études. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis des années Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut nous laisser la possibilité de faire des études. Un projet hospitalier, on va voir. Le nombre de consommateurs ne fait qu'augmenter. La répression de l'utilisation et la répression du trafic nous coûte 500 millions d'euros. Alors ça, on va parler de l'aspect public et de l'aspect économique. Peut-être Valérie Saint-Oyen vous répond d'abord. Oui, sur cet aspect du trafic, qui est effectivement un argument que l'on entend souvent, on a quand même un peu de recul, il en manque encore, mais un peu de recul sur ce qui s'est passé en Amérique du Nord, et les premiers retours sont très contrastés. On n'a pas eu... la criminalité organisée continue à prospérer, alors elle se détourne sur des produits
à plus forte Déjà, plus forte concentration de THC, les méthamphétamines aux États-Unis, les produits dérivés de la coca en Uruguay. Donc la criminalité organisée, elle continue à prospérer. On ne met pas fin au trafic ni à la criminalité en légalisant le cannabis. Enfin, il faut quand même et d'ailleurs, de ce point de vue-là, est-ce que le cannabis, parce que ça c'est un argument qui est souvent avancé, le cannabis, même s'il ne crée pas de dépendance, on peut d'ailleurs en parler, mais est considéré comme une porte d'entrée vers des drogues plus dures. Ça crée une dépendance. Alors, deux choses. D'abord, la question... Alors, attendez. La dépendance, c'est pas la maladie. On est bien dépendant de la vie. Non, bien sûr, mais ça crée... on ne peut pas dire que ça ne crée pas de dépendance. On est bien d'accord. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que ça ne crée pas de dépendance. C'était à la pharmacopée française. Ça crée de l'addiction, oui, mais la dépendance... Le cannabis a fait partie de la pharmacopée française jusqu'en 1953. Et ça a été retiré à cause de ça, parce qu'on devenait addict à cette substance. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne devient pas dépendant au cannabis. Et deuxièmement, peut-être, et ça, vous avez peut-être des données statistiques. Aussi, pourquoi vous n'interdisez pas l'alcool? Les addictés à l'alcool Mais j'ai jamais entendu parler d'alcool thérapeutique, madame. On ne parle pas d'alcool thérapeutique. Et le tabac, interdisez le tabac. Mais on ne parle pas du tabac thérapeutique, c'est pareil. Ah oui. On est en train d'essayer de réduire. Mais là, vous ramenez ça au cannabis thérapeutique de nouveau. Chaque drogue, chaque produit psychoactif a ses risques. Bien sûr. Donc, c'est pas parce que d'autres sont risqués. Le cannabis aussi. Alors, le cannabis présente aussi. Alors, je voudrais avoir votre avis, Valérie Saint-Oyen, sur la question que je posais. L'autre aspect de ma question était est-ce que le cannabis, c'est la porte d'entrée vers des drogues plus dures et plus dangereuses éventuellement? Je pense que ce n'est pas parce qu'un jeune consomme du cannabis que pour autant il consommera ensuite de la cocaïne ou de l'héroïne. Il n'y a pas de lien direct. Donc, ce n'est pas forcément cela qui crée des craintes chez les pouvoirs publics. C'est vraiment les effets du cannabis sur le cerveau, le fonctionnement cérébral et la maturation cérébrale des jeunes. Et je pense que cela est insuffisamment connu des jeunes eux-mêmes et de leur entourage, des parents. D'où l'importance d'informer les parents sur les risques et les jeunes eux-mêmes par des mécanismes appropriés pour qu'ils aient conscience des effets délétères possibles du cannabis. Donc le cannabis en lui-même suffit déjà comme produit à risque. Tout à l'heure, Valérie Saint-Oyen parlait de la stabilisation du nombre de consommateurs chez les jeunes. C'est une bonne nouvelle, certes. Mais on voit que comme la typologie des consommateurs, c'est la polyconsommation. Ils consomment du cannabis, de l'alcool, des clubs drogues, des psychostimulants, de la cocaïne qui devient très très peu chère. Donc on a affaire à des expérimentateurs multi-usages et multi-drogues. Et ça c'est alarmant. Ça, c'est la réalité. D'ailleurs, vous parliez ce qu'on appelle les overlaps, c'est-à-dire de passer d'un produit à l'autre. De l'un à l'autre, overlaps, d'accord. Voilà, donc on parle de ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Et c'est un sujet qui est tellement intéressant qu'il y a une commission qui s'appelle la Global Commission qui parle de la décriminalisation de toutes les drogues. Je dis pas toutes les drogues. Absolument, c'est un débat qui nous amène beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas gros mot. Le syndicat de la magistrature aussi. Je ne dis pas qu'il faille le faire, mais pour expliquer que évidemment ces risques existent, ça peut toucher une niche probablement des consommateurs, des expérimentateurs, et on sait parfaitement que le trafic et les trafiquants s'organisent en fonction de l'offre et de la demande et en fonction de la législation dans les pays. On arrive à la fin de ce débat. Je voudrais peut-être revenir sur la toute première question que je vous posais, fort de tout ce qu'on vient de se dire. Dans les débats sociétaux, on a le sentiment que parfois il y a des choses qui sont inéluctables, voilà, que c'est le sens de l'histoire, c'est la pente. Est-ce qu'au terme de ce débat, vous avez le sentiment que de toute façon, au bout du compte, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on s'achemine en Europe vers une législation qui sera proche de celle qu'on a vue dans le documentaire aux États-Unis? Esther Benbassa. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être ça passera par la dépénalisation, et je ne sais pas si ça sert à quoi, à quelque chose, puisque l'amende forfaitaire délictuelle n'arrête pas non plus la consommation de cannabis. Je crois que dépénalisation, c'est simplement ne pas sanctionner l'usager, n'est-ce pas? Je crois que c'est inéluctable. Inéluctable, c'est votre sentiment, Valérie Saint-Oyen? Si c'est arrivé dans des pays comme les Pays-Bas et l'exemple des États américains. Et qui sont historiquement plus libéraux que la France, c'est pour ça que je vous pose la question. Enfin, vous savez que la porte est ouverte, l'exemple, entre guillemets, l'exemple est donné, c'est inéluctable, mais notre conservatisme va encore résister. Et on va laisser l'économie alternative, la délinquance qui suit, etc. Et le manque d'accompagnement, le manque d'argent pour combattre l'addiction. Voilà où nous en sommes. Valérie et moi, je Saint-Oyen. crois que comme politique, la porte est ouverte, mais ça prendra peut-être un peu de temps. Autant je pense qu'on va poursuivre les recherches sur l'usage thérapeutique du cannabis, mais
l'usage récréatif, lui, son statut légal, c'est un choix démocratique, un choix politique qui doit être fait. Et la France reste souveraine en la matière de faire ce choix sur le statut légal du cannabis. Donc je ne vois pas d'inéluctabilité. Il y a les mœurs, c'est les mentalités, madame. Et la culture. Alors vous avez posé la question, moi je suis convaincu qu'on va y parvenir. Simplement, je le répète, il faut que la France se saisisse du modèle français pour produire quelque chose d'hexagonal. Et moi, le modèle américain, je n'ai pas envie de l'importer. C'est pour ça que je parlais de régulation, je parlais de prise en compte de la spécificité. La France est un pays cosmopolite, c'est un couloir entre le Sud et le Nord, les Pays-Bas et le Maghreb. On a besoin de construire quelque chose. Ça va nous être imposé de fait. On va être encerclé par des pays qui auront eu ce grand débat qu'on est en train de peut-être d'éluder. C'est dommage. Pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Merci beaucoup. On avance. Voilà, on a en tout cas fait sans doute avancer le débat et on a sans doute éclairé nos téléspectateurs. Merci en tout cas à tous les quatre. Vous avez dit, Valérie Saint-Oyen, qu'effectivement, on l'a répété, le cannabis est une drogue et qu'il faut s'informer. Pour cela, je rappelle ce numéro pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Ça s'appelle Écoute Cannabis, le 0980 980 940, appel anonyme gratuit depuis un poste fixe. C'est tous les jours, je crois, 7 jours sur 7, de 8h à 2h du matin, le 0980 980 940. Quelques conseils de lecture. D'abord, votre livre, Amine Benyamina, que vous aviez écrit en 2013 aux éditions Michel Lafon, Promis, demain, j'arrête. Voilà, c'est sur un certain nombre d'addictions. Adolescents et cannabis, que faire? Question posée par ce livre de Jean-Pierre Coutron et Muriel Lascaux, Aude Stélin chez Duno. Et puis cannabis, on en parle chez Gallimard Jeunesse, un livre de David Pouillou et Jacques Azam. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel et le magazine Marie-Claire, vous a présenté Un monde en doc.